Bonjour à tous, donc Vincent Mervez, vice-président de la PSG Picardie. Bienvenue, on est ravis d'être là avec vous. Alors, comme vous le savez, ce sont les journées nationales de la PSG qui se déroulent à Amiens cette année. Donc, ces journées se composent de conférences, c'était le cas hier, d'interventions, d'une journée également qui sera demain composée d'un salon de livre, d'un marché de producteurs, d'animation, également un niveau d'intervention et de conférences ouvertes à tout le public. Et aujourd'hui, ce sont des expéditions à travers la Picardie. Et dans les expéditions à travers la Picardie, il y a évidemment Château-Thierry, qui ne pouvait pas être omis, oublié, écarté. Donc nous avons rejoint des amis de la PSG, des adhérents de la PSG qui sont de Château-Thierry et des environs pour cette journée, pour cette expédition. Alors je vais rapidement remercier et présenter. Alors, je vais commencer par remercier Christine. Où es-tu, Christine? Voilà, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Christine a fait un travail extraordinaire d'organisation millimétrée pour que cette journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et puis je vous présente Marcel Bazin. Pardon, j'ai failli mourir bêtement. Je vous présente Marcel Bazin, qui est géographe, qui nous accompagnera toute la journée aujourd'hui, qui est également spécialiste, pas seulement, puisqu'il nous a parlé de ses spécialités en venant tout à l'heure, qui étaient tout à fait différentes de celles du Champagne, mais qui a également fait partie du comité scientifique autour de la classification du vignoble de Champagne. Il vous en parlera infiniment mieux que moi. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui n'étaient pas à bord de notre bus d'Amiens à Château-Thierry. Et tout d'abord, tous mes remerciements à la Covama et donc à son directeur général, M. Jean-Noël Pfaff, qui a bien voulu prendre sur son emploi du temps très serré, avec d'autres hôtes importants qui nous suivent. Il devra donc impérativement nous quitter avant 11h, mais nous allons nous avions dans les réunions préparatoires à cette journée choisi je vais introduire pour une présentation vraiment des caractères généraux de ce vignoble champenois et de ce qui a pu, en tant que des grands défis qu'il a actuellement sur la qualité, la recherche de superficie et le label UNESCO. Et juste après, nous commencerons par les professionnels du vignoble avec M. Pfaff, donc représentant sa société qui est la Covama, une union de coopératives, et qui a la marque de champagne Panier. Par la suite, le processus dont il y aura deux mots aussi. Et puis le vignoble sera représenté aussi par Sébastien Simon, donc viticulteur à Nesle-la-Montagne, et qui unit les trois destinées possibles de ces raisins, dans manipulation sur l'exploitation elle-même pour produire un champagne dont certains d'entre vous ont réservé une bouteille dont ils prendront livraison demain sur le marché du producteur, mais aussi du traitement vers les coopératives et vers les maisons de champagne. Et ensuite, nous écouterons les élus, M. Jacques Craval, donc député maire de Château-Thierry, Mme Michèle Fuselier, présidente de la communauté de communes de Château-Thierry, je dirais pour l'instant, et qui sera encore élargie à partir du 1er janvier dans le cadre de la la plus récente, ça ne veut pas dire que c'est l'ultime, la refonte des intercommunalités. Voilà. Alors, ce vignoble, d'abord, c'est un des vignobles septentrionaux, le plus au nord de la France, avec la partie française du vignoble de Moselle, qui doit gratter de 2 km vers le nord. Le Cirque-les-Bains et les deux dernières communes sont juste au nord de Cormicy, qui est la dernière commune au nord dans le département de la Marne. Et c'est le même niveau. Et ces vignobles septentrionaux, on a aussi dans cette famille Alsace et Bourgogne, par exemple, en France, et puis d'autres vignobles européens. Ils se trouvent donc dans des conditions qui sont plutôt, au moins dans l'actuel
le réchauffement climatique peut faire changer ces données, mais sur les marges, les limites septentrionales de la viticulture, et ça implique deux conséquences tout à fait importantes qui sont les deux grands caractères. C'est une concentration spatiale sur les sites favorables, qui sont sur des distances considérables, entre, disons, trois communes de Seine-et-Marne qui sont à l'extrême aval de la Marne d'un côté, et les Rissets qui sont à la frontière de la Bourgogne. Nous avons presque 200 km de distance, et pourtant c'est un vignoble qui ne fait que 35 000 hectares, dont 34 288 en plantation, enfin en production, donc presque au paquet, et qui est uniquement sur trois grandes unités. Pour les géographes parleront de Cuesta, et qui sont respectivement la côte d'Île-de-France, la plus importante, et avec les vallées à chaque fois adjacentes ou qui traversent ces Cuesta, et donc avec là trois unités centrales qui sont la montagne de Reims, la vallée de la Marne, depuis Épernay jusqu'à Sarcy-sur-Marne, et la côte des Blancs, et puis à la périphérie de ce dispositif, on va depuis Cézanne au sud jusqu'au massif de Saint-Thierry-la-Velle au nord. Deuxième ensemble, la côte dite de Champagne, pour l'instant très déséquilibrée puisque presque tout est sur le Vitria et qu'une seule commune exploite la vigne actuellement près de Troyes, mais il y a un potentiel de développement pour une véritable côte de Troyes qui s'y ajouterait. Et enfin, la côte des Bars, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube, où on est encore dans une ambiance à la fois géomorphologique et climatique toute différente. Bonjour Philippe. Bonjour Marcel. Et donc concentration spatiale et d'autre part spécialisation. Spécialisation à l'issue d'une histoire complexe. Malheureusement François Blarine ne pourra pas être là pour nous raconter les détails de cette histoire, mais déjà certaines données sur les spécificités du produit et de son élaboration vous seront données lors de la visite des caves, qui va suivre cette table ronde. Donc je n'entre pas dans le détail. Disons qu'il y a deux grands caractères. C'est un vin reposant sur l'assemblage de raisins provenant de trois cépages, Pinot Noir et Pinot Meunier, qui sont des raisins noirs à jus blanc, ou Chardonnay, et parfois blanc de blanc provenant du seul Chardonnay, mais aussi provenant de différentes provenances géographiques, de différents terroirs, et même, sauf quand on fait des millésimes, de différentes années. Et d'autre part, bien sûr, l'effervescence, obtenue par tout un processus complexe, et qui est, on peut dire, de nature industrielle, mais qui associe les deux fermentations successives, alcoolique malolactique, la prise de mousse en bouteille, le dosage final qui a varié au goût. On sucrait plus au début du XXe siècle qu'au début du XXIe, qui sont les caractères. Alors, ce vignoble, l'autre trait très original, enfin très important, c'est qu'il a deux composantes économiques et sociales fondamentales, qui sont le négoce et le vignoble, et qui sont associés. Le négoce, 391 négociants, dont 74 catalogués grandes maisons, et une douzaine remonte au XVIIIe siècle, Ruinart dès 1729, Mouette et Chandon 1743 et quelques autres, mais d'autres sont plus carrément récentes. Et ils détiennent, alors ils sont groupés dans une union, l'Union des Maisons de Champagne, UMC, dont le siège est à Reims, et ils détiennent seulement 1/10 des superficies, mais assurent 2/3 de la production de bouteilles, 308 millions pour l'année 2013 pour les fiches que je vous ai distribuées maintenant du SGV, et 85% bon an mal an des exportations. Et d'autre part, le vignoble, pas loin de 16 000, 15 756 paraît-il il y a 3 ans, viticulteurs exploitants, avec
une superficie moyenne, vous avez déjà en tête le chiffre de tout à l'heure, hein, qui est d'à peine plus de 2 hectares. Mais avec 2 hectares, on vit déjà pas mal. Tout à fait. Oui, il faut mieux, c'est plus à l'aise à partir de 3 et de 5. 3. Mais ces viticulteurs eux-mêmes, alors, ils ne sont propriétaires que d'une partie, d'un cinquième à peu près des terres qu'ils exploitent. 46% sont en fermage et à peu près le tiers en métayage. Et les plus nombreux, mais ceux qui ont les plus petites exploitations, vendent leurs raisins aux maisons de champagne. D'autres le font traiter par les coopératives, mais les revendent avec leur nom. Vous verrez sur l'étiquette RC, qui veut dire récoltant coopérateur. Et enfin, d'autres façonnent d'un bout à l'autre tout ou partie de leur production de raisin, et eux seront identifiés RM, récoltant manipulé. À la charnière des deux, nous avons justement les coopératives, le réseau coopératif qui est lui aussi très important. Il y a actuellement 137 coopératives et elles ont pour fonction d'élaborer du champagne pour leurs adhérents, mais une partie d'entre elles, 43, commercialisent aussi leur propre champagne. Et parmi elles en particulier, des unions de coopératives qui ont chacune une emprise régionale. Nous sommes au cœur du territoire de l'une d'entre elles, la coopérative les coopératives de la vallée de la Marne, Covama, et auquel correspond la marque Palmier que nous présentera M. Pfaff. Mais vous avez de même Palmer et de Castelnau à Reims, Raoul Collet à Haï, Nicolas Feuillette à Chouly, ou Veuve de Vaux à Bar-sur-Seine, qui émanent de telles unions, et même Jacquard à Reims, qui issu du groupe Alliance, qui réunit lui-même 3 de ces unions, dont, là encore, la Covama. Alors, ces deux groupes sont associés dans un partenariat essentiel qui, là aussi, fait, je dirais, à la fois l'originalité et la force du champagne. C'est un partenariat interprofessionnel très ancien. Il a d'abord démarré du côté technique avec l'association viticole champenoise qui avait fêté son centenaire dès 1998. C'est en 1898 qu'elle avait été créée dans le travail de reconstitution du vignoble après la crise du phylloxéra, avec 24 maisons au départ, et très vite le vignoble y a été associé aussi. Ensuite, il y a eu la défense du champagne par l'enjeu de la délimitation, enjeu spatial, donc qui s'est passé en plusieurs étapes. Les délimitations administratives de 1908 et 1911, après les révoltes importantes de plusieurs parties du vignoble, et en particulier des Aubois qui avaient été classés en seconde catégorie dans la première période. Puis une délimitation judiciaire en 1919 et une délimitation législative en 1927. Ça a été la première loi qui a finalement délimité un vignoble en France. Et ensuite, en 1935, toute une série de vignobles, il y en a eu 17 en tout dans l'année 1935, dont le Champagne, ont vu le label appellation d'origine contrôlée adopté, et qui est géré par l'INAO. Et puis, enjeu de défense globale, on peut dire, et de gestion parasitaire du vignoble, c'est le comité interprofessionnel des vins de Champagne, né dès 1941, et qui réunit les deux présidents de l'Union des maisons de Champagne, actuellement Jean-Louis Barrière de Moët-et-Chandon, et du syndicat général des vignerons, actuellement Maxime Toubard, vigneron à Breuil, dans la Marne, juste à la limite de l'Aisne, sont en même temps les coprésidents du CIVC, qu'on appelle aussi maintenant Comité Champagne, et qui à la fois se préoccupe de défendre l'appellation, y compris par un service juridique qui occupe un tiers de ses personnels et de du budget, mais aussi la qualité technique. L'AVC a été intégré, ce service technique, et puis sur la défense de la marque sur tous ces aspects.
Aujourd'hui, en plus, et on terminera là-dessus, et on le retrouvera aussi avec les... Le vignoble champenois est confronté à un double enjeu, et il a engagé deux démarches importantes. D'une part, permettre un accroissement de la production par des surfaces supplémentaires en maintenant la qualité. Pardon, en maintenant la qualité, et donc par une révision de la délimitation qui a été engagée à la demande du syndicat général des vignerons qui joue le rôle de ce qu'on appelle une organisation de défense et de gestion, ODG, et qui d'ailleurs les derniers temps en particulier n'a pas oublié d'associer aussi le négoce à la démarche. Les deux dernières réunions que la commission d'enquête auprès de l'INAO et la commission de quelques experts dont je fais partie tient avec les représentants du vignoble. On avait aussi M. Barrière à nos côtés. Et puis, d'autre part, asseoir la notoriété du Champagne et valoriser ses paysages par la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fut déposée par Pierre Cheval, qui était viticulteur, pas de naissance d'ailleurs, mais après la haute fonction publique, il est devenu viticulteur à Haï, et il avait créé d'abord un institut qui existe toujours, la ville d'Abbé-Saint-Bissinger, qui s'occupe de la connaissance en sciences humaines du vignoble, et puis il avait engagé ce dossier avec beaucoup d'ardeur, et le succès a été atteint en juillet 2015 avec donc en même temps que la Bourgogne, après 9 ans de travail, absolument. Et hélas, Pierre Cheval n'a pas pu savourer très longtemps les fruits de ce beau succès puisqu'il est décédé au début de l'année 2016. Mais là, c'est Pierre-Emmanuel Détinger qui a pris sa succession à la tête de la mission qui s'appelle Coteau, Maison et Cave de Champagne, et qui assure à la fois des préoccupations de protection des paysages, de valorisation touristique, ces fonctions qui intéressent particulièrement les élus. Alors, ici, nous n'avons pas, certes, de maison de Champagne, vous avez peut-être eu plus souvent l'occasion de visiter des maisons proprement dites appartenant au négoce, mais nous avons les deux autres grandes composantes qui sont présentes, et d'abord donc une coopérative qui s'apparente tout à fait aussi aux maisons par ses productions, par ses actions, et c'est M. Pfaff qui va nous la présenter maintenant. Très bien, merci, c'est un plaisir de vous accueillir. Dans les conditions où il y a un peu de bruit et un peu de travaux, donc c'est pour vous accueillir encore mieux quand vous reviendrez nous voir. Je trouve l'exposé préliminaire absolument remarquable parce que c'est une synthèse. David, ça résonne. Oui. Très bien. C'est mieux. Je trouve l'exposé préliminaire tout à fait remarquable parce que c'est une très belle synthèse de l'appellation Champagne. Alors, vous êtes dans une coopérative qui s'appelle la Comarin, qui a été créée il y a 50 ans à peu près. Et il y a 50 ans, c'était une maison d'habitation, un hangar, une branche du directeur, 7 associés coopérateurs, parce qu'il en faut 7 pour créer une coopérative, et 12 hectares de livraison, de raisin. L'idée de ces 7 premiers fondateurs étant de dire on est proche de Paris, on va livrer du raisin, on va créer un outil commun pour élaborer des bouteilles de champagne, qu'ensuite on reprendra et puis qu'on ira commercialiser. C'est intéressant parce que ça reste dans l'ADN aujourd'hui de cette coopérative, puisque ça veut dire je veux aller accéder au marché. Alors aujourd'hui ça a un peu évolué, on collecte 700 hectares de vignes avec une territorialité qui est l'ensemble de la Champagne, majoritairement dans la Seine-et-Marne, mais également d'autres approvisionnements dans la montagne de Reims, la côte des Blancs, etc. On a 450 familles de vignerons qui travaillent avec nous. On fait vivre à peu près 1200 personnes, sans compter nos salariés, en termes de revenus. Donc ça a un peu bougé en l'espace de 50 ans. On élabore avec cette production-là 6 millions de bouteilles de champagne chaque année sur le site ici. Avec une marque ici qui s'appelle Champagne Panier. Alors pour la petite histoire, elle a été créée en 1899 et elle appartenait au négoce. Et c'est la coopérative qui l'a rachetée au négoce. Et on a récidivé dans cette voie-là.
puisqu'on fait partie aussi d'une union de coopératives avec deux autres grosses coopératives qui s'appellent l'Union Amboise dans l'Aube et la Cogévie à IEG. Et à nous trois, on fait 2200 hectares de vignes en Champagne, donc le groupe que je dirige avec mes collègues représente 7% de l'ensemble de la création de Champagne. Voilà. Alors, je rebondis 2 minutes sur l'histoire, parce que la question c'était de dire comment ça se fait qu'il y a des coopératives qui gèrent des marques de champagne comme les maisons de négoce, hein, c'est ce que vous m'avez demandé. Alors, David, on a une réverbération pas possible sur les micros, hein, c'est juste infernal. Vous le rappelez, hein, la création de Ruinart, c'est 1729, la création de Moum, ça vous parle, hein, ces marques, hein, c'est 1761, et la création de Mouette, c'est 1743. Bon. Donc ça veut dire que le champagne a été créé par les négociants, il ne faut pas hésiter à le dire. En plus, c'était la plupart du temps pas des négociants français, c'était des Allemands, hein, qui sont venus ici. Et puis, donc ça veut dire que ces gens-là, ils ont 3 siècles, tout simplement, de travail d'une marque derrière eux. Mais, comme le rappelait l'intervenant précédent, la délimitation de la Champagne viticole en tant que telle, c'est 1927. Là où c'est Champagne, c'est 1936. Et la création du syndicat général des vignerons, c'est 1919. Alors, pourquoi toutes ces instances se sont créées, et notamment pourquoi s'est créé le syndicat général des vignerons, pourquoi est-ce qu'on a fait une délimitation de Champagne viticole, etc. Parce qu'il faut bien rappeler que si on vient 2 ou 3... Alors là, j'ai plus de micro du tout. Si on vient 2 ou 3 générations en arrière, les grands-parents de nos vignerons actuels qui nous livrent leurs raisins, ils ne vivaient pas de la vigne. Il faut le rappeler. Quand on achetait de la vigne dans le village, on disait mais c'est un fou, ce brave homme, il n'en vivra pas. Et effectivement, il n'en vivait pas. Et après, il y a la génération d'après, donc les parents de nos exploitants actuels, qui ont commencé à pouvoir en vivre. Alors pourquoi ils ont commencé à pouvoir en vivre? C'est parce que la vente de champagne s'est développée, parce que les plantations se sont développées, et parce qu'ils ont pu avoir accès à une taille critique en termes de surface de vignoble qui leur permettait tout simplement de commencer à en vivre. Alors la taille critique, c'est 4 hectares, c'est pas 2, mais après ça dépend si vous faites vos travaux vous-même, si vous sous-traitez une partie, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Et c'est la 3e génération aujourd'hui qu'on a d'adhérents dans nos coopératives qui, eux, arrivent à vivre aujourd'hui du champagne correctement, on va dire. C'est pas une vie simple, il y a beaucoup de travail, on travaille avec la nature, hein, c'est quand même la caractéristique de notre métier. Donc il y a du gel, il y a de la graine, il y a du canicule, il y a du mildiou, puisqu'on est à cette peinture-là, mais 4 hectares, oui. Et ça, c'est extrêmement important de remettre ça en perspective, parce qu'il y a 2 générations, on ne vivait pas de la vigne en Champagne. Autre élément important, c'est que, comme ce sont les négociants qui ont créé les premières marques de champagne, alors les négociants, ils étaient forts en quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un négociant? Un négociant, c'est quelqu'un qui achète quelque chose quand il arrive à le revendre. Hein, c'est dans tous les... Dans le négoce du matériau, c'est pareil, hein, on va acheter des briques quand on a un client qui construit une maison. Alors, en Champagne, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a des notions de durée de vieillissement en cave, etc. Enfin, le principe reste le même. Donc, ces maisons de négoce, en fait, elles ont développé des marques. C'était un peu le BIMS avant la délimitation de l'aire d'appellation, puisqu'on achetait des raisins ici, en Bourgogne ou ailleurs, en fonction du prix. La fameuse 3e génération avant celle d'aujourd'hui, elle amenait les raisins sur la place du village, le négociant venait, et puis il disait ça j'achète, ça j'achète, ça j'achète, et au revoir, j'achète pas le reste. Et puis cette année j'ai beaucoup de besoins, et puis l'année d'après j'ai peu de besoins, etc. Donc on était dans un milieu qui était relativement, complètement libéralisé, et c'était logique puisqu'on avait un cadre réglementaire qui n'était pas défini, on avait des maisons de négoce qui sont des entreprises complètement capitalistiques, familiales, etc. Et la création en 1919 du syndicat général des vignerons est un acte majeur parce que c'est le premier acte qui a permis de commencer à mettre en place un partage de la valeur. Qu'est-ce que c'est que le partage de la valeur? Alors vous en entendez parler dans le lait, vous en entendez parler aujourd'hui dans le blé, vous en entendez parler dans tous les secteurs d'activité. Il se trouve que la Champagne a eu l'intelligence, elle, de le créer assez tôt. Et le syndicat général des vignerons, c'est tout simplement tous les vignerons. Alors il y a eu des prémices avant 1919, parce que ça a commencé en 1898, avec des regroupements régionaux, notamment à Côte des Blancs, enfin dans des secteurs comme ça. Je ne suis pas historien, donc bon, vous me rectifierez si je fais des erreurs grossières.
Mais ces vignerons se sont vite rendus compte qu'ils avaient en face d'eux des gens qui avaient la capacité de mettre en marché, eux avaient la capacité de produire, et puis que s'ils voulaient continuer à vivre, il fallait tout simplement qu'ils se structurent, qu'ils s'unifient, qu'ils commencent à avoir des règles communes, pour que quand le négociant vienne, ils disent pas ça j'achète et ça j'achète pas, et ils commencent à contractualiser la production avec les négociants, etc. etc. Et c'est le syndicat général des vignerons qui a initié cette démarche-là, sachant qu'aujourd'hui tous les producteurs de raisins sont adhérents en Champagne au syndicat général des vignerons. Alors, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, 80% de ce qui est vendu aujourd'hui est vendu par les maisons de négoce, et 70% on va dire, et 30% est vendu par les producteurs, dont les coopératives. Et à l'inverse, les maisons de négoce qui vendent 70% d'appellation Champagne ne possèdent que à peu près 20% du foncier, même pas, en Champagne. Alors, ça veut dire qu'entre la production qui s'est organisée et celui qui a accédé au marché, il a fallu discuter, il a fallu se mettre d'accord. Parce que moi je sais produire, mais je suis moins bon pour vendre, et puis moi je sais vendre, mais si j'ai pas la production, je n'y arrive pas. Et c'est probablement ce déséquilibre qui a fait le succès, enfin, un des facteurs clés de succès de l'appellation Champagne. Parce que vous avez d'un côté les bouchées au marché, et de l'autre côté la capacité de production. Et la Champagne fonctionne parce que ce déséquilibre existe. Et qu'on est obligé en permanence de se parler pour trouver les meilleurs arbitrages dans l'intérêt de la mise en marché et de la production. Alors, pour en venir aux coopératives. Alors, les coopératives, elles ont été créées beaucoup plus récemment. Les premières datent à peu près des années 1900-1901 pour les coopératives majeures. C'était quoi? Pourquoi on a créé ça? Alors, on a déjà eu le syndicat général des vignerons qui a créé l'union entre les producteurs. Mais c'était déjà bien parce que ça permettait d'aller valoriser le raisin, de partager la valeur, etc. Et c'est le même syndicat général des vignerons qui a dit oui, mais maintenant qu'on a fait ça, ça serait peut-être pas idiot qu'on commence nous-mêmes à vendre, nous-mêmes à capter une part encore plus importante de la valeur. Donc on va créer des outils qui s'appellent des coopératives. Et les premières coopératives qui ont été créées, elles ont été créées pour faire la vinification. Pourquoi? Parce que c'est l'intégration de la valeur dans l'amont de la filière, tout simplement. Donc on a vu arriver dans les villages une, voire parfois deux, dans chaque village, coopératives, qui ne faisaient pas seulement que regrouper du raisin pour le vendre aux négociants, mais qui commençaient à pressurer le raisin. Ensuite, on commençait à vinifier le raisin, donc ne plus vendre du raisin au négoce, mais vendre des mous de raisin. Puis une fois qu'on est vendu des mous de raisin, acheter de la cuverie pour vinifier, donc vendre des vins de base, qu'on appelle des vins de base pour qu'ils ensuite rentrent dans l'assemblage. Et puis au fur et à mesure des années, on est allé jusqu'au bout, en disant, mais finalement, une fois qu'on a les vins, on va les assembler, on va les mettre en bouteille, on va créer des marques, et on va aller nous-mêmes sur le marché. Voilà. Donc c'est un peu tout ce processus-là qui s'est passé dans une période relativement courte, grosso modo entre 1919 et aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, le vignoble commercialise à peu près un tiers de la production par ses propres moyens. Alors il le commercialise, comme vous le rappeliez, et Sébastien est là tout à l'heure pour en parler, soit par des récoltants coopérateurs qui récupèrent des bouteilles de coopératives, soit par des récoltants manipulants qui conservent une partie de leur production pour élaborer une même bouteille, soit par des gros opérateurs coopératifs. Et dans les coopératives aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés en chemin et des gens qui sont allés jusqu'au bout. Il y a des coopératives aujourd'hui qui sont des coopératives de pressurage, donc qui n'intègrent la valeur que sur le pressurage des raisins. Il y a des coopératives qui vinifient, ils sont arrêtés à la vinification. Et moi j'ai la grande chance de diriger un groupe de coopératives qui allait jusqu'au bout de la logique. Rappelez-vous en début d'exposé, je vous avais dit que la Covama, la création, c'était 7 associés coopérateurs pour élaborer des bouteilles et les vendre. Et cet ADN qu'on a ici, c'était le bon ADN dès le départ qui nous a permis d'aller au marché. Aujourd'hui, je n'achète que des raisins, je fais mes vins moi-même et je ne vends que ce que je produis. Alors pour ça, il a fallu s'allier. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on n'est plus tout seul. On est regroupé avec 2 autres coopératives, on pèse 7% de l'ensemble de l'appellation. Vous citiez des marques tout à l'heure qui ne sont pas inconnues, Champagne Jacquard. Champagne Jacquard nous appartient avec les 2 autres coopératives. En 2010, on a racheté une autre marque qui s'appelle Champagne Montauban, qui était aussi une marque appartenant au négoce, qui était rachetée par notre groupe coopératif. En 1973, 10 ans après la création de la Covama, on a racheté la marque Panier qui appartenait aussi à la famille des négoces. Donc, pour finir, parce que je suis à peu près dans les temps,
et répondre à la question que vous m'avez posée, c'est comment se fait-il qu'une coopérative puisse exploiter des marques. Aujourd'hui, mes concurrents sont Moët & Chandon, mes concurrents sont Veuve Clicquot, mes concurrents sont Pierre-Emmanuel Téninger, mes concurrents sont Wénard, etc., avec mes marques. Je me bats sur les mêmes marchés à l'export, puisqu'on exporte plus de 55% de notre production dans environ une cinquantaine de pays. Je me bats avec ces gens-là. En revanche, la grosse différence, alors autant sur le marché, le client final, je veux dire, il va acheter une marque, il va m'acheter une bouteille de champagne Panier, il va m'acheter une bouteille de champagne Jacquard, et puis de temps en temps, c'est une bonne chose, il achète une bouteille de Ruinard, une bouteille de Dom Pérignon, une bouteille de Moët & Chandon. Donc du point de vue du client final, c'est pareil. Par contre, du côté de l'actionnariat, c'est pas pareil. Puisque les grandes marques en Champagne, les plus grandes marques appartiennent au groupe LVMH, qui est un très gros groupe de luxe, qui est une entreprise purement capitalistique, M. Bernard Arnault, qui est du capital, voilà, etc. Ici, nous sommes dans une coopérative. Et qui c'est qui a le pouvoir dans cette coopérative? C'est tout simplement le coopérateur. J'en ai 450. Donc la gouvernance du groupe que je dirige, ce sont ici 450 millions, à AI 500 millions, et dans l'Aube, à peu près 400 millions aussi. C'est eux qui ont le pouvoir, et c'est eux qui décident dans l'Assemblée générale de la redistribution des dividendes. Ça s'appelle des ristournes chez nous, et c'est pour le résultat qu'on distribue. C'est eux qui décident de la politique de l'entreprise, avec un conseil d'administration qui est l'émanation des producteurs. Donc la seule différence qu'il y a, pour répondre in fine à la question, c'est que nous sommes une entreprise coopérative dans laquelle c'est le producteur qui a pris le pouvoir à un moment donné, qui a créé ses outils, et qui a décidé de créer des marques. Et de l'autre côté, j'ai des concurrents qui sont plutôt issus de la filière historique du négoce, donc, ou des grandes familles, ou des groupes capitalistiques. Nous faisons le même travail. Nous essayons tous de défendre l'appellation Champagne. Nous essayons tous de faire de plus en plus de valeur, parce que des bulles dans le monde, il y en a énormément qui se produisent, et de plus en plus. Et notre seul objectif, finalement, c'est de rester le leader en termes de valorisation. 315 millions de bouteilles en l'année dernière. Si demain on en vend plus de 300 millions, avec le chiffre d'affaires de la filière qui était de 4 milliards 400 millions l'année dernière, monte à 6 milliards, on sera tous extrêmement heureux, et on l'aura fait pour nos associés coopérateurs. Voilà. Très bien. Je m'excuse de devoir vous quitter, j'ai une visite de l'inspection du travail. Je pense que vous comprendrez que le devoir m'appelle. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir adapté le planning à mes contraintes. Et j'ai vraiment envie de vous accueillir. Je vous souhaite une bonne visite au CAM. Oui, merci à M. Pfaff. L'achat de la marque Panier a aussi d'ailleurs inclus l'achat des caves que nous allons justement visiter tout à l'heure. Elles sont également intéressantes. Je vais faire juste ça avant de passer la parole à Sébastien Simon, car on a l'image un peu gravée dans le tête des caves de la Craie, dans la Craie, qui c'est le cas à Reims, à Haï, à Cornay, et dans même en partie à Châlons, qui ne produit pas de raisin mais qui a des caves. Et ici, au contraire, elles sont dans le calcaire grossier, celui que nous avons parcouru sur les plateaux entre Amiens et Château-Thierry. Et elles appartiennent à une famille qui a aussi les champignonnières de la région parisienne, etc. Donc dans certaines, on produit du champignon de Paris, et dans d'autres, on produit du champagne, ce qui est aussi bien. Sébastien Simon va nous présenter la diversité de ses activités. C'est le témoignage donc de quelqu'un qui est à la base, sans les viticulteurs, pas de champagne. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu mon exploitation. Donc, comme disait M. Pfaff, je suis la 3e génération. Donc moi, ça vient de mes grands-parents. Donc mes grands-parents étaient exploitants à Ney-de-la-Montagne. C'est un petit village qui est juste au-dessus de Château-Thierry. Comme disait tout à l'heure, c'était une exploitation qui était très diversifiée, où la partie vigne ne représentait vraiment pas du tout une activité principale. C'était vraiment assez miséreux à l'époque, où on a vu aussi juste avant les vendanges, on vidait les tonneaux à la Marne pour faire de la place et pour remplir de nouvelles vendanges. Donc
Donc ça a quand même bien changé. On ne vit plus dans la Marne, on essaie de le vendre. Voilà. Donc l'exploitation diversifiée, il y avait des vaches, du blé, de tout. Donc au fur et à mesure du temps, l'exploitation s'est un petit peu spécialisée, tout simplement parce que, entre guillemets, la vie nous oblige à nous spécialiser, on peut plus courir partout. Et aussi parce que le champagne a quand même une plus-value par rapport aux céréales maintenant. Donc l'exploitation est aussi assez étalée. Le gros de l'exploitation se trouve sur le village même, mais par l'augmentation de la surface, j'ai été obligé un petit peu de me déplacer. Donc j'ai aussi des vignes qui sont sur Château-Thierry, Brac, Gland et une petite partie aussi dans la Marne. Donc je suis récoltant, manipulant au jour d'aujourd'hui, mais j'étais avant récoltant coopérateur. Donc j'ai amené mes raisins à la Covama me faisait mes bouteilles que je revendais sous ma marque. Donc maintenant tout est fait chez moi, mais je travaille toujours avec la Covama. Voilà. Tous les raisins ne sont pas vinifiés à la maison et vendus. Il y a toujours une partie de raisin qui est vendue donc via la Covama et via des négociants. Donc je ne sais pas si... on peut peut-être passer aux questions. Ou... Oui, si vous le souhaitez, vous avez aussi la stratégie des produits que vous avez produits, vous avez déjà spécifié vous ne produisez pas un seul champagne, mais quelques-uns. Est-ce que vous pouvez préciser, qui est là aussi un témoignage de la marche vers l'insistance sur la qualité et qui indiquait les produits, d'autant plus que l'un d'entre eux sera goûté par une partie des présents qui en ont passé commande demain pour qu'ils sachent leur spécificité. Alors donc sur l'exploitation, il y a on va dire il y a 5 cuvées différentes. On a donc la première cuvée qui est le traditionnel. Donc sur le nom des cuvées, on a fait un petit jeu de mots, parce que le village c'est même la montagne, donc traditionnel, émotionnel, éternel. Donc pour le traditionnel, en fait, c'est un assemblage donc des 3 cépages toujours, mais avec une grosse majorité de meuniers. Donc le Pinot Meunier, c'est le raisin emblématique, on va dire, de la vallée de la Marne. C'est le raisin qu'on retrouve principalement dans la vallée de la Marne. Donc c'est quand même, il y a plus de 60% de meunier, ensuite on a 20% de pinot noir, 20% de chardonnay. Donc il faut savoir que chaque cépage a vraiment un goût assez différent et typique. Et l'assemblage des deux, l'assemblage des 3 donne vraiment, à des proportions différentes, donne vraiment des goûts très différents. Donc pour ceux qui seront là aussi demain, il y aura dégustation, donc vous pourrez redéguster les trois cuvées vraiment, et vous pourrez vraiment vous rendre compte de la différence. Donc après nous avons ce que l'on appelle l'émotionnel, donc qui est une grosse partie en fait de pinot noir avec un petit peu de chardonnay et un petit peu de meunier. Voilà. Et ensuite donc il y a du rosé. Donc le rosé c'est vraiment un mixte des deux, où dans le sens c'est une partie qui est faite en pinot, mais on rajoute du vin rouge qui est fait bien sûr en Champagne. Le vin rouge n'est pas acheté dans d'autres régions, il est fait en Champagne, et ce vin rouge est fait principalement avec du meunier. Donc pour revenir après peut-être plus sur la géologie ou géographie, donc les vignes sont forcément, quasiment toutes en coteaux. Donc en coteaux tout simplement par rapport à l'exposition au soleil, mais aussi parce que historiquement les coteaux étaient toujours des terres qui étaient toujours moins fertiles, moins productives. Donc on mettait les vignes plutôt dans les endroits où ça ne rapportait pas, et on gardait vraiment les belles terres pour faire de la culture. Ça c'est aussi une des histoires des coteaux. Donc j'ai choisi en fait toutes les vignes sont enherbées. Pour plusieurs raisons. La première, on a vraiment une maîtrise de l'érosion, puisqu'on est en coteau, donc dès qu'il pleut, la terre descend. L'herbe nous fait
nous aide vraiment beaucoup. Parce que bon, on a quand même des petits soucis d'érosion. Je ne sais pas si M. le maire pourra peut-être en parler. On n'est pas là pour parler des problèmes, mais des... Voilà. Donc les vignes sont enherbées, donc ça nous permet de maîtriser l'érosion, de maîtriser aussi une partie de produits phyto, où tout ce qui est enherbé forcément n'est pas désherbé, donc beaucoup moins d'herbicides. Les produits de traitement en fait sont captés par l'herbe et ne vont plus directement dans le sol. Donc tout ça, c'est des choses qui ont évolué aussi, hein. Ça ne s'est pas fait en une journée. Comme disait M. Favre, voilà, c'est très très long. Ça bouge, mais ça bouge doucement. Oui, alors, s'il y a quelques questions, oui. Est-ce que le fait d'avoir des vignes sur différentes communes t'apporte des vins au goût différents pour tes assemblages? Alors, il faut savoir que donc, sur les trois cépages ont des goûts différents. Forcément, le même cépage qui est planté sur un endroit différent aura quand même une petite variante de goût. On va retrouver le même caractère pour le meunier, le chardonnay et le pinot noir, mais s'il est planté sur une commune sur deux communes différentes, il aura quand même deux goûts différents. Et effectivement, ça aide ou ça permet d'avoir des goûts différents de ces collègues en fait. Si je peux me permettre, c'est d'ailleurs une des raisons, hein, il y a à la fois une raison purement quantitative d'essayer d'avoir des points d'approvisionnement un peu plus éloignés que sur place, mais ça permet aussi de varier les assemblages et donc ça diminue l'écart qui existait au départ entre le négoce qui souvent rassemblait des raisins venant d'une aire très étendue et jouait d'une année sur l'autre sur la répartition des uns et des autres pour avoir le produit le plus régulier, le plus identique à lui-même d'une année sur l'autre, à part les millésimes qui sont autre chose, bien sûr, et on ne fait pas de millésime tout le temps, on n'en fait que sur des années qui apparaissent comme très favorables. Mais ça... C'est donc un des aspects aussi de la marche en avant du vignoble, parallèlement à celle du négoce. D'autres questions sur les aspects justement de production et après nous reviendrons vers l'impact économique et de développement. Madame. Est-ce qu'il existe du champagne biologique? Oui, mais peut-être... Oui, donc oui, il existe du champagne. Il existe du champagne biologique. On en a. Il y a quand même quelques exploitations donc, dans l'Aisne. Donc le bio, c'est quelque chose voilà, qui est en ce moment à la mode. Après, c'est mon interprétation qui est à la mode. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Donc les vignes bio existent, mais il faut savoir que les vignes bio sont quand même traitées. Alors ce sont avec des produits dits naturels, donc avec du cuivre ou avec du soufre, mais il y a quand même des passages de traitement. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer de la coopérative à Manipulant? Tout simplement pour j'allais dire, voilà, pour prendre vraiment les décisions tout seul. Voilà, pour que le champagne me ressemble. C'est vraiment ce côté-là qui m'a... Lorsque mes clients goûtaient, ça j'aime ou ça j'aime pas, je n'avais pas vraiment d'influence après pour changer le goût du champagne. Tandis que maintenant, je fais vraiment ce que je veux. Ça veut dire que dans une même coopérative, tous les champagnes finalement se ressemblent un peu? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'il faut bien vous imaginer, il y a, je ne sais plus, les 700 hectares. Les 700 hectares ne peuvent pas rentrer dans une cuve, dans une même cuve. Donc la cuve, forcément, il y a plusieurs cuves, et dès qu'on redivise donc un même jus, un même vin, le champagne va avoir un goût différent. Après, il y a aussi les années de vente.
on doit stocker le champagne en cave, donc on a des minimums, c'est minimum 15 mois sur latte. Vous allez voir, dans la petite visite après, on va vous l'expliquer. Mais il y a des gens qui vendent dès qu'ils peuvent et d'autres qui gardent plus longtemps. Donc, ça va donner aussi des goûts différents, avec un même produit à la base. Oui, d'ailleurs, la personnalisation de votre champagne, c'est aussi marqué par une sympathique fantaisie orthographique, puisque c'est du champagne traditionnel, N-E-S-L-E à la fin, et émotionnel également, N-E-S-L-E, pour marquer la commune d'origine principale, disons, des raisins et la commune de résidence et d'activité du producteur. Eh bien, maintenant, nous allons nous tourner vers les élus qui ont une commune et un ensemble de communes qui sont au cœur d'une des composantes, la partie axonaise du vignoble lié à la vallée de la Marne. Et je me tourne vers vous donc sur l'impact finalement de la présence du champagne et aussi des évolutions récentes du champagne, y compris le label qu'il vient de recevoir, pour la façon dont vous l'intégrez à la fois, je dirais, au rayonnement et au développement local, un développement local qui a déjà une manifestation immédiate, si je ne me trompe, puisque demain et après-demain, il y a des manifestations sur le champagne qui sont justement... C'est celui-ci. D'accord. Merci à vous. En tout cas, monsieur Bazin, je voulais vous remercier. Donc moi, je suis Michel Fuselier, présidente de la communauté de communes de la région de Château-Thierry, 25 communes de 32 000 habitants, qui vit ces dernières heures, nous l'avons évoqué tout à l'heure, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, nous serons dans une communauté d'agglomération avec 3 autres communautés de communes, 55 000 habitants, 87 communes. On plante le territoire, on plante le paysage. C'est pas neutre, puisqu'on parle beaucoup d'évolution. Et, on plante aussi du champagne, oui, sur ce territoire. Et je voulais vous remercier de nous avoir conviés, bien évidemment, à ces journées. Je suis également conseillère départementale de l'Aisne, et il y a quelque temps, nous avons aussi adopté un schéma de développement touristique. La région est en train de refaire son schéma régional de développement touristique, donc on voit bien qu'on est au cœur du sujet. Donc je voulais vous remercier de nous associer. Si j'ai pu en tout cas vous aider également à organiser cette venue sur Château-Thierry, parce que le conseil départemental du coup vous a octroyé une petite subvention, le conseil départemental de l'Aisne. Donc voilà, ça n'est jamais superflu. Ça n'est jamais superflu. Non, surtout quand des temps difficiles. C'est surtout important de montrer que la prise en compte de vos travaux au niveau national prend en compte les territoires, leurs différences, bien évidemment, leurs atouts. Et c'est vrai que le département de l'Aisne est constitué de haut en bas de territoires bien différents. La vigne façonne le paysage. Ça, c'est bon, on ouvre des portes ouvertes quand on dit cela. Mais c'est important. On vient d'évoquer avec mes prédécesseurs le volet économique, purement économique de la vigne. On sait que la vigne et le vin, enfin, ont également un volet environnemental, M. Simon l'a évoqué, qui n'est pas neutre. On le vit sur ce territoire avec nos habitants. C'est la cohabitation également de l'habitat et de cette culture, qui est une culture, on l'a vu, pérenne, ancrée sur un territoire, ancrée dans le paysage, mais ancrée dans des villages, où depuis l'urbanisation a amené des proximités qui posent encore parfois, je le dis parce que moi demain j'ai une réunion de quartier, et je sais que sur cette réunion de quartier on va me parler des traitements des vignes à côté des maisons. Donc on en est toujours là, entre guillemets, même si vous avez raison de le rappeler, on a évolué beaucoup, d'abord sur les quantités de traitements. Je crois que ce qu'on disait, M. Pfaff, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'en 15 ans, on a diminué de 50% des intrants, que la dangerosité des intrants a diminué de 50%. Mais elle existe encore, et on fait beaucoup le lien aujourd'hui
entre la santé et puis, voilà, tous ces traitements indispensables, pas seulement dans les vignes, dans notre alimentation, etc. Donc, il faut savoir que c'est quand même une composante locale encore vivace. Hein, même si on sait aussi que c'est, sur le volet économique, en tout cas, une entreprise qui ne délocalise pas. Une entreprise qui crée de l'emploi sur le territoire et qui ne délocalisera jamais. Et ça, c'est une composante importante. Donc, ce volet économique, le volet environnemental, bien sûr, et il y a le volet culturel et patrimonial. Et je crois que, on va parler de no-tourisme, c'est un petit peu ce que vous m'aviez demandé d'évoquer, en tout cas, parce que la responsabilité des élus d'un territoire, c'est de mettre en place des dynamiques, des outils de développement de l'économie, et donc d'utiliser un potentiel immense que nous avons ici sur le sud de l'Aisne, que représente bien évidemment la vigne. Et qu'on ne s'y trompe pas, il y a ce potentiel immense, ces savoir-faire historiques qui sont effectivement des enjeux forts à mettre en avant. Et puis le no-tourisme, cette dimension culturelle et patrimoniale, ça permet aussi, je pense, et M. Simon ne l'a pas dit, mais je pense à la profession, à la fois de la sécuriser et de la diversifier. Je crois qu'aujourd'hui, un viticulteur n'est plus que viticulteur. C'est aussi quelqu'un qui accueille sur un territoire, qui propose des produits, qui propose des visites. On le voit bien, il y a un lien très fort également entre les viticulteurs et la maison du tourisme de ce territoire, parce qu'il y a besoin de construire une destination, et la vigne, les viticulteurs en font partie. Construire une destination sud de l'Aisne, eh bien, c'est construire effectivement pour des touristes français, étrangers, qui représentent à peu près un tiers, c'est construire un produit qui ne va pas être seulement venir voir des vignes, venir voir un viticulteur et déguster du champagne, mais c'est aussi s'imprégner de toute la culture locale, de son patrimoine historique, parce qu'à côté de cela, notre richesse, elle vient aussi de ce patrimoine, et c'est pas à vous, aux historiens locaux qui sont présents et qui s'investissent, que je vais l'apprendre. C'est un territoire qui a beaucoup contribué aux 2 dernières guerres, et qui sont vraiment aujourd'hui dans une dynamique de commémoration, de s'inscrire dans l'histoire du centenaire, de s'inscrire avec toute la population, avec les enseignants, les étudiants, les jeunes, dans cette dynamique-là. Et le rôle des collectivités, et j'y viens, c'est effectivement, en tout cas nous les élus, on est de passage, mais notre rôle, c'est de mettre en place des leviers supplémentaires dans un réseau d'acteurs auquel tout le monde doit contribuer. Et ces outils complémentaires sont ceux qui reviennent finalement à la responsabilité de la puissance publique. C'est effectivement la mise en œuvre des musées. On voit bien, nous, sur ce territoire, on a un gros travail avec le musée de l'Hôtel-Dieu. Alors le musée de l'Hôtel-Dieu, on l'appelle musée, il n'en a pas le nom, il n'en a pas le label. Nous sommes depuis des années dans le cadre d'une acquisition des lieux, des murs de cet Hôtel-Dieu et des collections qui ont été pendant des années mises en valeur par une association de bénévoles. Et au bout de quelques années de négociations avec l'hôpital, nous sommes là, dans les semaines qui viennent, dans la Seringue, pour signer enfin la cession de ces bâtiments, qui va nous permettre de les réhabiliter, sachant que les collections sont magnifiques, qu'elles sont déjà mises en valeur et visitables, et que la collectivité a déjà donné des moyens financiers à l'association pour les faire visiter. On passera en 2017 à la vitesse supérieure, c'est une bonne chose, parce que ça rentre bien évidemment dans une destination touristique. C'est vrai pour le musée, mais j'en parlerai pas de la ville Jean de La Fontaine, parce que nous avons des projets en commun. C'est vrai aussi pour le musée de la guerre, qui est le musée de Belleau, puisque la présence des Américains lors des 2 dernières guerres ici a été très forte, fortement marquée, et bien sûr à Belleauwood, donc à la commune de Belleau, et nous avons ouvert un musée qui est une annexe de la maison du tourisme, et qui ouvre du mois de mai au mois d'octobre, et qui a aussi une vocation à accueillir bien sûr beaucoup de touristes, beaucoup d'Américains, qui viennent au moment du mémorial d'Aisne, mais pas seulement, parce qu'avec le cimetière américain qui est présent à Belleau et à Saint-Genel, sur une autre partie de ce territoire. Donc ce tourisme également de mémoire de guerre est extrêmement important. Et ces destinations touristiques, elles se construisent. Alors le no-tourisme, bien évidemment, vous avez raison de le rappeler, a pris un sérieux coup de pouce, on va dire, avec en 2015 l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Avec ce formidable travail qu'a fait pendant près de 10 ans Pierre Cheval, qui a permis d'inscrire à la fois, bien sûr, le champagne champenois de Champagne-Ardenne, mais bien sûr le champagne axonais et celui de l'Aube.
Nous étions depuis des années les parents pauvres, l'échelle de crue qui a existé, qui a longtemps défavorisé le champagne laxonnais ainsi que le champagne de l'Aube, aujourd'hui est beaucoup plus favorable. Les grandes maisons, on citait tout à l'heure Mouette fait partie de toutes les conversations, Mouette a beaucoup de ses vignobles dans l'Aisne. Donc le champagne Mouette qui est vendu à Épernay et à un rayonnement international tire une grande partie de sa production dans l'Aisne, dans le sud de l'Aisne, près de chez nous. Donc c'est important aussi de s'en souvenir. Alors effectivement, ce label patrimoine qui a mis surtout en valeur 2 communes de notre territoire qui sont Azy-sur-Marne et Bonneuil, qui sont 2 communes viticoles spécifiques, qui ont été déterminées parce que nous, vous savez, quand on a des classements comme ça, on voudrait tout classer. Donc on avait tout proposé. Bien évidemment, in fine, la commission qui a validé le dossier, qui s'est réunie à Beaune en juillet de l'année dernière, a validé, sur notre territoire en tout cas, Azy et Bonneuil, donc 2 communes spécifiques de paysage en tout cas, du Champagne, et puis dans l'Aube et en Champagne-Ardenne. Alors pour nous, c'est important, ce sont des communes qui appartiennent à la communauté de communes de la région de Château-Thierry, qui font partie de la communauté d'agglomération, et avec lesquelles, bien évidemment, on va travailler pour leur rayonnement, parce que les communes elles-mêmes n'ont pas les moyens suffisants pour le faire. Et puis, deuxième label prestigieux, il ne faut pas l'oublier, alors moins que le patrimoine mondial, mais nous sommes également à la fois des viticulteurs, mais également la Maison du Tourisme, un certain nombre d'acteurs privés ont obtenu le label l'an dernier de Vignobles et Découvertes, qui est un label national. Il y a 57 sites français, je crois, qui l'ont aujourd'hui, et qui valide un certain nombre de critères de garantie de qualité sur le développement de l'œnotourisme. Et nous avons pu avoir ce label, des viticulteurs, la Maison du Tourisme, et on travaille vraiment dans cette logique de développement et de rayonnement œnotouristique. Par rapport à d'autres équipements que la communauté de communes sur laquelle elle investit également, le tourisme fluvial est également... La rivière Marne est une rivière historique, en tout cas, qui traverse notre territoire et qui a 2 aspects intéressants, à la fois le tourisme fluvial, on ne parle pas encore du fret, on espère en tout cas que le fret se redéveloppera, mais en tout cas le tourisme fluvial, nous avons inauguré une aire d'accueil, une halte fluviale, il y a 2 ans maintenant, pour laquelle chaque année aujourd'hui, les restaurateurs du coin nous disent on a de plus en plus de touristes qui viennent par la voie des eaux et qui viennent justement manger au resto chez nous, etc. Jouxte la Marne, longe la Marne, un grand projet qui s'inscrit dans un itinéraire européen de véloroute voie verte. Et nous avons, nous, sur notre territoire du sud de l'Aisne, 40 km de croûtes à Tréloux qui sont susceptibles, je dis bien susceptibles parce que encore faut-il qu'on les aménage, susceptibles de rentrer dans ces itinéraires régionaux, français et européens, et inscrits en tant que tels. La région s'était engagée effectivement à les inscrire, elle les a validés, à inscrire les financements. Ici, sur le sud de l'Aisne, nous avons commencé à y travailler, et vous imaginez que 40 km depuis entre Coutts et Tréloux, où il n'y a rien eu depuis des années, où simplement avec VNF, on a un petit peu travaillé ici ou là dans des communes. Bien aujourd'hui, c'est vraiment un tronçon qui demande beaucoup d'investissement. Les agriculteurs se sont parfois réappropriés ces espaces, et il y a toute une démarche. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'enquête publique. C'est le département de l'Aisne qui a repris la maîtrise d'ouvrage totale sur ce linéaire, ce qui permet de dépasser les logiques communales qui sont très complexes parfois. Et donc, on sait qu'on a un seul maître d'ouvrage. L'enquête publique va être lancée en 2017, et derrière cela, le département s'est engagé à l'aménager. On sait que ce sont des coûts importants, mais que c'est aussi un tourisme extrêmement important sur les véloroutes voies vertes. Voilà. Donc voilà un petit peu tous les atouts que nous avons, sur lesquels nous travaillons, et on sait bien, en tout cas, que le no-tourisme est un enjeu immédiat et d'avenir de notre territoire. À un moment où, vous savez, on ne s'est jamais senti picard, c'est pas vous que je vais le dire, dans le sud de l'Aisne, on ne s'est jamais vraiment senti picard. Je ne dis pas qu'on se sent plus aujourd'hui haute-français, on ne sait pas. En même temps, moi j'ai toujours été, sur cette question-là, plus relative. Je pense que même si on n'est pas picard, bien sûr, on a une position stratégique exceptionnelle. On est aux confins de 3 départements, de 3 régions, avec, j'allais dire, des axes structurants. L'autoroute A4 est pas loin, la Marne est là, et c'est à nous de prendre notre destin en main, je pense,
pour que ce territoire-là, en tout cas, puisse en sortir. Et moi, j'évoque, surtout, je l'évoquais tout à l'heure, notre avenir réside dans le réseau d'acteurs, en capacité de se mobiliser sur toutes ces thématiques pour qu'on converge ensemble vers l'avenir d'un œnotourisme, en tout cas, bien vécu, et qui apporte des espèces sonnantes et trébuchantes sur notre territoire, parce que c'est quand même ça qui fait que le sud de l'Aisne, par rapport au département de l'Aisne, a un taux de chômage beaucoup moins important qu'ailleurs. La proximité de la région parisienne y est pour beaucoup, la proximité de la Champagne-Ardenne aussi, et donc c'est aussi à nous de continuer à développer encore plus fortement ces atouts-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va suivre M. Krabal donc sur le cœur de cet ensemble, Château-Thierry et ses initiatives et la façon dont il vit son vignoble et celui des alentours. Mon vignoble, je n'ai aucune grosse propriété dans le vignoble. C'est un bien qui est un bien universel, le vignoble. Et donc d'autant plus que vous arrivez ici dans la patrie de Jean de La Fontaine, et s'il y a quelqu'un qui est bien universel, intemporel, c'est bien Jean de La Fontaine. Donc on a deux atouts qui sont Jean de La Fontaine et Champagne. On en a bien d'autres. Donc merci à vous, M. Bazin, merci M. Bervas et puis et Christine Jobert qui sont ici présents et qui ont travaillé au fait que vous puissiez venir ici dans le sud de l'Aisne. Mais vous êtes des hommes et des femmes de goût, vous êtes venus surtout pour le champagne. Et donc vous avez raison de montrer que, eh bien, dans cette Picardie défunte, eh bien, dans ces Hauts-de-France, eh bien, il y a un petit coin, un tout petit coin, pas encaissé, mais ouvert sur d'autres territoires que sont le sud de l'Aisne, avec ces richesses que vous allez découvrir, à un moment particulièrement important, puisque vous avez beaucoup de goût, vous êtes venus pour le champagne, mais aussi pour Champagnez-vous, qui va commencer dès demain, et c'est la grande fête autour de ce produit magnifique. Vous l'avez dit, M. Bazin, à la fois d'un point de vue culturel, à la fois d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue culturel. Et donc, d'un point de vue économique, je ne veux pas m'étendre sur ce qu'ont pu dire à la fois M. Pfaff et puis Sébastien Simon et Michel Fuselier. C'est un des atouts très forts de ce territoire. Et si ce territoire a réussi un peu à sortir son épingle du jeu, bien évidemment, ça tient à sa proximité avec Paris, avec Reims, mais ça tient aussi au fait que depuis peu, nous sommes en plein développement des zones AOC, d'exploitation du champagne, comme ça a été rappelé. Et je pense que ce qu'il faut, vous les professeurs d'histoire et de géographie, vous le savez peut-être mieux que quiconque, mais c'est l'organisation de ce formidable produit, et vous l'avez dit dans le détail, que ce soit à travers le rôle du CIVC, du Syndicat Général des Vignerons, du négoce et aussi des producteurs, qui font que vous avez un modèle économique qui est un modèle économique exemplaire. À un moment où on a une crise sans précédent, eh bien vous le savez mieux que quiconque, il n'y a pas de crise dans le champagne. Il peut y avoir des crises dans le vignoble, dans le viticole, mais il n'y a pas de crise dans le champagne. Et ça tient à quoi? Eh bien ça tient à cette organisation, qui est une organisation qui a fait son fondement sur la régulation. Et notre monde est en désordre parce qu'il n'y a pas de régulation. Et donc là, vous avez une régulation dans laquelle tout le monde est gagnant-gagnant. Et les conventions collectives de l'appellation Champagne sont des conventions collectives qui sont vraiment à citer en exemple. Bien évidemment, quand on parle du champagne, on met en avant les grands négoces et les grandes marques. Mais derrière, il y a aussi les vendangeurs, il y a ceux qui font la taille et qui contribuent à cette richesse. Donc je veux le dire, d'un point de vue des développements économiques, dans notre pays, bon, la production de vignobles, de vin, c'est maintenant redevenu à la première place. Et c'est une bonne chose. D'un point de vue la balance extérieure, on parle beaucoup d'Airbus. On dit c'est Airbus, la force aéronautique. Mais si on met en avant la production typiquement française et pas européenne, Airbus, vous savez mieux que moi, est fabriqué aussi dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne. Et si on prend en compte la valeur brute, eh bien c'est le vignoble qui est le premier exportateur, le premier produit de l'exportation. Et donc ça, il faut... Et puis en matière d'emploi, ici sur le territoire, c'est clair, mais d'un point de vue économique et financier, la balance extérieure liée au vignoble est supérieure à ce qui se fait dans l'aéronautisme. Donc ceci étant dit,
Produit extraordinaire d'un point de vue économique, mais produit extraordinaire d'un point de vue symbolique. Champagne, c'est la fête. Champagne, c'est la joie. Il accompagne la vie, il accompagne les hommes dans tous les moments festifs. Regardez ces images au cinéma, partout dans le monde. Le mot champagne, quand on le prononce, c'est un mot qui génère la fête. Et puis, le champagne, c'est dans 190 pays dans le monde. C'est un produit qui est millénaire, pas dans sa conception actuelle, hein, mais qui est millénaire. Et donc, c'est un produit qui est vraiment... Mais quand je dis, c'est un produit de luxe, quoi. Et c'est un produit qui, d'un point de vue de la symbolique, doit être utilisé partout. Donc on a beaucoup de chance, nous, sur ce territoire, d'avoir ce produit. Et c'est ce qui nous différencie, bien évidemment, des autres territoires de l'Aisne, de la Picardie ou des Hauts-de-France. Alors nous, dans ces régions, que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est de faire que notre spécificité, qui ne tient pas seulement au Champagne, mais qui en est une, puisse être prise en compte. On fait partie d'une région dans laquelle on n'aurait pas souhaité être pour des raisons, pas des raisons, comment dirais-je, politiciennes, mais des raisons de la vie des gens. La vie des gens parce qu'on vit avec Reims et avec Paris. On n'a jamais vécu avec Amiens, moi j'ai été pas Picard, je ne suis pas plus ce que je dis aujourd'hui, aller vivre à Lille. Bon, on est comme ça, c'est tout. Nous, ce qui importe, c'est qu'on les autorités, les responsables de ces régions comprennent qu'on vit plus à Reims. Et donc à partir de là, quand on vit plus à Reims, eh bien qu'on mette en avant la volonté de nous traiter de la même façon que les habitants ou les viticulteurs qui sont autour de Reims. Pour se soigner, qu'on nous laisse nous soigner au CHU de Reims. Pour nos étudiants, qu'on les laisse aller étudier à Reims. Et puis pour la zone AOC Champagne, qu'ils bénéficient des mêmes conditions d'exploitation que le vignoble de la Marne, qui d'ailleurs il n'y a plus de vignoble de la Marne, c'est un seul et unique vignoble de Champagne. Donc voilà les conditions dans lesquelles le territoire veut marquer sa spécificité. Et c'est pas à vous qu'on va apprendre que la France, ce sont rien que des territoires spécifiques. Et c'est ça qui fait la richesse de la France. Comme la richesse de la France, quand on parle de son identité, c'est d'abord une identité rurale. C'est d'abord ces 36 000 communes qui peuvent évoluer, mais c'est tout ça. Et donc, dans le cadre de l'appellation d'origine contrôlée et puis de ce label de l'UNESCO, nous souhaitons être considérés à part entière. On aurait bien aimé que les caves du Champagne-Panier puissent être retenues, parce que vous l'avez dit, c'est des caves qui ne sont pas de la crème, mais du calcaire. Et vous allez le voir, les pierres qui ont été extraites de ces galeries ont été utilisées pour construire l'hôtel-lieu de Jeanne de Navarre. Donc il y a une histoire aussi, vous allez le voir avec cet archer taillé, creusé dans la pierre tout à l'heure. Donc, mais ceci étant, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de biens immobiliers qui sont classés dans le cadre de la zone AOC, et la zone AOC, nous, c'est faire partie dans l'ensemble des 1052 sites du monde classés et retenus, c'est une plus-value, pas seulement pour les sites matériels, mais aussi pour l'ensemble de la zone AOC, tous les vignobles, mais aussi tous les hommes et les femmes qui habitent ici. Parce que ce classement UNESCO, c'est bien sûr la valorisation des biens, c'est bien sûr l'usage touristique, œnotouristique, et je salue la présence du vice-président chargé de l'œnotourisme dans la salle, mais c'est bien plus que ça. Et samedi dernier, nous étions avec le président de ce label, Tétinger, qui est venu ici, et nous sommes allés sur les sites d'Asie Bonneuil, qui sont un peu en cirque, et j'espère que vous allez voir. C'est un site qui est magnifique, qui plonge sur la Marne, avec l'église à côté, etc. Donc un site magnifique. Et d'ailleurs, ce jour-là correspondait avec celui nettoyant la nature et les coteaux. Parce que la valorisation touristique et le fait d'être inscrit au paysage mondial de l'UNESCO a bien sûr des obligations. Des obligations environnementales drastiques, avec une évaluation régulière, qui vont impliquer les viticulteurs
mais aussi les habitants à avoir un autre regard, une autre conception du lien avec la nature. La profession a déjà fait, et Michel l'a bien dit, concernant l'usage des produits phytosanitaires. C'est la seule profession agricole, le vignoble champenois, qui a diminué d'une manière drastique le volume des intrants. On en utilise toujours trop, vous allez me dire. Il y en a pour qui il faudrait que ce soit le grand coup de volant, ce soit du jour au lendemain, on n'utilise plus. Mais si on n'en utilise plus, avec des périodes comme on a eu là, ben, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de raisin. Donc, il faut qu'on trouve des produits de substitution. C'est pourquoi moi, à l'Assemblée nationale, à partir du moment où il y a des produits de substitution qui existent, il faut arrêter l'usage des produits phytosanitaires. Mais quand il n'y en a pas, il faut qu'on ait une démarche qui puisse permettre aussi de faire pousser le blé et les autres céréales comme le raisin. Et donc, je pense que le fait que nous ayons été retenus, ça a impliqué une modification, et pourtant les viticulteurs, parce qu'ils savent qu'ils sont les premières victimes de l'usage des produits, et ils savent aussi, et ça a été peut-être un peu plus long dans l'Aisne, mais maintenant ça y est, parce que le vignoble de l'Aisne a été le dernier à être exploité de la sorte avec les plantations qui ont arrivé après bien les autres. Ils ont pris conscience de la nécessité d'entretenir des liens citoyens avec l'ensemble des habitants, ce qui n'a pas été le cas au début. Mais aujourd'hui, tu parlais d'érosion, on parlait d'érosion, il y a encore des problématiques d'érosion. Mais la démarche est engagée avec le soutien du CIVC, le soutien du conseil départemental, et c'est de moins en moins vrai aujourd'hui d'avoir des viticulteurs qui ne sont pas attentifs à ça, parce qu'ils savent que c'est leur outil de travail d'une part, et voir la terre descendue, et il faut la remonter. Hein, au début du XXe siècle, ça se remontait à dos d'homme, et donc c'était compliqué, mais de la terre, c'est le temps passé, c'est de l'argent, etc. Donc il y a l'enherbement et tous les aménagements qui sont mis en œuvre, et qui sont des véritables engagements environnementaux et de préservation des biens et des personnes. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, mais il y a une démarche, et il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que, comme le disait le président Tétinger, c'est la direction qui va être encore appuyée en appartenant à Paysage mondial de l'UNESCO. Après, je vous ai parlé de l'aspect nature. Paysage mondial de l'UNESCO, on ne va plus avoir le droit de bousculer la nature comme on l'a fait. Et il va falloir surtout être respectueux, plus que ça a été, de l'aspect architectural. Quand vous avez ces bâtiments en tôle, ça va disparaître. L'UNESCO n'acceptera plus ça. Il va falloir qu'il y ait des aménagements, et d'ailleurs, il y a un rendez-vous qui va être pris avec la communauté de communes qui gère tout ce qui touche au permis de construire et tout ce qui est de l'urbanisme sur le territoire, afin déjà de pouvoir modifier les bâtiments en hangar, les modifier, les améliorer, et tout ce qui sera construction nouvelle, eh bien il y aura d'autres obligations plus fortes, où il faudra une intégration paysagère beaucoup plus conséquente. Donc voilà les éléments aussi qu'il faut mettre en avant dans le cadre de ce label. Je ne veux pas m'étendre, Michel l'a bien dit, sur tout ce qui va toucher au développement économique, et on a beaucoup d'efforts à faire. Savez-vous que en Alsace, 6 millions de visiteurs, c'est ce que disait Thomas Bermudez. 6 millions de visiteurs pour aller visiter le vignoble alsacien. 6 millions. Champagne, 1 million. Donc 600 000 pour la cathédrale de Reims. Donc on a tout à faire. Tout à faire. Aussi bien dans la Marne que nous dans l'Aisne. Et nous, dans l'Aisne, c'est pourquoi, Michel l'a pas dit, nous sommes la maison du tourisme qui dépend de la communauté de communes, s'appelle les Portes de la Champagne. Nous sommes le porte de l'Île-de-France, avec le grand marché francilien que ça représente, avec les évolutions touristiques qui font qu'aujourd'hui, on veut du tourisme qui soit moins bête. Pardonnez-moi si je dis ça, on veut plus se faire bronzer comme ça, on veut plus aller au ski, on veut apprendre. Et tout ce qui touche au champagne et ça aussi, ça va être un des bienfaits. Ça a été dit tout à l'heure, ça va être un des bienfaits, c'est qu'on sait que le champagne, ce n'est pas seulement que les grandes maisons, ce sont aussi des petits viticulteurs de terroir. Et eux, ils ont un savoir-faire. Et ça a été rappelé, c'est ce qui fait la différence. Le champagne, c'est un vin d'assemblage. C'est pourquoi nous, on aime bien tout ce qui touche à l'assemblage. On n'est pas uniforme, et on a besoin des autres pour construire de la qualité.
D'un point de vue politique, ça a du sens, ça. Et donc, c'est le terroir qui est différent d'un village à l'autre. C'est la préservation du terroir, la diversité du terroir, comme le vin d'assemblage qui font la qualité du champagne. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, par rapport à ce label, et qui me semble le plus fort, et c'est Tétinger qui nous l'a rappelé en venant samedi. Il a fait faire un bas-relief. Il a fait faire un bas-relief par un très grand sculpteur qui s'appelle Mauro Corda, qui vient d'arriver sur le territoire. En lui disant, il faut que tu symbolises la beauté du champagne, mais que tu symbolises aussi ce qui est l'essence de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le combat contre la pauvreté et pour la paix. Alors Mauro Corda lui a dit, mais oui, d'autant plus qu'en juillet 1962, a été signé à Reims, entre Adenauer et De Gaulle, la réconciliation franco-allemande. Et donc il dit, essayons de symboliser tout ça. Donc Mauro Corda a mis les grappes de raisin qui sortent de la terre et qui sont proches des mains, des mains qui se servent dans la volonté de réconciliation de la France et de l'Allemagne, mais des mains aussi qui travaillent le raisin. Et le fruit de ce travail, c'est le champagne avec les bulles qui montent. Et les bulles, c'est ce qui symbolisait, selon Mauro Corda, tout ce qui est irrigation de l'intelligence et cette volonté de fraternité. La bulle, c'est la légèreté. Et cette légèreté, elle symbolise la volonté de compréhension aussi, de réflexion. Et donc, ce symbole de réconciliation qu'il a fait inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est aussi ce qui s'exprime à travers les actions qui sont menées par cette association. Parce que je pense que la réconciliation, c'est un élément incontournable pour aller à la paix. Et quand on boit du champagne, eh bien, on a plus de perspectives d'être dans cette pacification, d'être dans cette réconciliation, que d'être dans la haine de l'autre, que ce soit dans sa sphère privée, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit d'un point de vue universel. Donc c'est de symboliser le champagne comme étant ce produit de l'amitié, de la fête et le produit de la paix. Donc voilà pourquoi on milite encore fortement pour cette marche de la réconciliation qui vont être organisées tous les ans dans des territoires différents. Et le prochain, celui de 2018, aura lieu dans l'Aisne. Et bien évidemment, il sera sur les terrains sur lesquels vous êtes allés, que ce soit sur ceux de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, avec cette perspective de construire de l'amour avec le champagne et de l'amitié et de la paix. Donc voilà le symbole fort que nous aussi, nous y voyons. Et je voulais vous le transmettre avec la légèreté qu'il peut avoir. Mais comme le champagne est très léger aussi, donc je ne doute pas un seul instant que vous partagerez ces propos. Et on partagera bien tout à l'heure. Je me tourne un instant vers pour demander de combien de temps disposons-nous pour quelques questions. 5 minutes. Oui. Voilà. Juste un petit mot, on vient de citer souvent le mot de Bonneuil. Et quand on voit ce joli village avec sa jolie église, peu de gens savent que cette église est fermée depuis des années et qu'une association vient de se créer. Donc on souhaite que nous soyons écoutés. Merci. Ouais, vous êtes écoutés, il n'y a aucune difficulté. C'est que c'est les problèmes financiers qui font, et j'étais avec le maire samedi, il en est désolé. C'est un bâtiment qui est inscrit, et donc pour bénéficier du subvention. D'ailleurs, puisque la perche vous est tendue, c'est à votre bon cœur, il a lancé une souscription pour essayer de sauver son église. Mais c'est vrai que c'est magnifique, vous voyez le cirque avec l'église de Bonneuil à droite, c'est splendide, avec la table d'orientation sur laquelle nous sommes allés, on a des sites magnifiques. Oui, je suis tout à fait sensible à ce que vous dites, madame, d'autant que
au sein du parc naturel régional de la montagne de Reims, hein, où je préside le conseil scientifique. Une action est relancée pour revivifier un circuit des églises romanes qui existait, hein, et on se heurte là aussi au problème de faire ouvrir, hein, certaines églises, et il y en a une qui avait trouvé un moyen de le faire sans que ce soit très coûteux. On vous souhaite d'arriver aussi à ceci. Est-ce que... alors, je pense que... Oui, Philippe. Oui, non, c'est une toute petite réflexion, c'est pour prolonger ce que vient de dire M. Craval, qui est tout à fait juste, mais à condition qu'on marche sur ses deux jambes. C'est-à-dire que le champagne, c'est excellent, j'adore ça, tout le monde ici adore ça, et effectivement, c'est un excellent ambassadeur pour l'amitié franco-allemande, pour l'amitié entre les peuples, et la réconciliation entre De Gaulle et Adenauer, tout ça est excellent. Mais la véritable réconciliation entre les peuples, le véritable travail qui nous permettra de développer une amitié internationale, c'est à condition de ne pas être amnésique. C'est-à-dire que le deuxième genre qu'on doit tenir, c'est le passé. Arriver à avoir un regard le plus dépassionné du passé, parce que basé sur la connaissance. Et là, on pourra construire une amitié forte avec nos collègues allemands, nos amis allemands, mais pas sur la négation, pas sur l'oubli du passé. Or, hélas, aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a plutôt tendance à une tendance contradictoire, qui est, on parle de plus en plus du passé, mais de moins en moins de façon approfondie et scientifique du passé. Donc je crois que ça justifie que la deuxième partie de notre journée soit consacrée à l'étude de la Première Guerre mondiale. C'est cette connaissance-là qui nous permettra d'affronter collectivement l'avenir. Oui, il a raison. Eh bien, parfaite transition vers la suite de ce que nous allons faire. En adressant quelques remerciements. Je ne sais pas si les micros fonctionnent, mais je vais le faire a cappella, c'est pas grave. Je soulignerai d'ailleurs que Château-Thierry est l'une des seules villes de l'Aisne à être dotée d'un comité du centenaire qui essaye d'approfondir cette connaissance scientifique partagée par le plus grand nombre. Je termine cet aparté donc en remerciant très vivement au nom de la PSG les Champagnes Panier, en remerciant bien sûr Sébastien Simon-Legrand, M. Bazin qui a été notre modérateur, en soulignant également le soutien réel et financier sans lequel nous aurions eu certainement des difficultés à organiser cette journée à travers Michel Fuselier, conseillère départementale, et Jacques Raval, député maire de Château-Thierry. Merci à tous.